Bonsoir, mon nom c'est François-Xavier Blot, je travaille pour Caravani depuis quelques années, j'ai une longue expertise dans le voyage depuis une vingtaine d'années maintenant ailleurs, je suis responsable de pas mal de destinations chez Caravani, entre autres le Japon. Et puis là, j'ai quand même pas la- l'honneur, on peut dire, de revenir, j'étais encore même décalage horaire du Japon. J'y étais avec un groupe qui est revenu dimanche. C'est tout frais dans ma tête. Je suis vraiment encore dans l'immersion du pays. C'est pour ça qu'on avait choisi cette date-là. Là, c'était pour rester dans le vif du sujet. Voilà, je vais présenter mes deux voyages. C'est-à-dire Alpes Kumano Kodo, qui est un voyage plus orienté rando dans les Alpes, principalement, on va dire, sur l'île d'Honshu. Et puis notre petit nouveau qui s'appelle Kyushu, qui Kyushu est mer intérieure, qui lui est plus sur le sud-ouest de l'archipel. Bon, voilà, je pense que je peux avoir le démarrage. Donc, je répète avant de commencer officiellement, là, vous avez une zone de discussion. Ça peut être juste pour des encouragements, me dire, hey, ton son marche pas, ce genre de choses-là. Puis sinon, si vous avez des questions, allez dans la petit carré Q&R ou Q&A pour questions et réponses. Je vais faire des pauses, puis à un moment donné, je prendrai ces réponses, ces questions-là pour y répondre. OK? Donc voilà, voilà. Alors, d'abord, partageons l'écran. Chut. Toujours un peu rouillé là dans le Zoom. Ça fait juste depuis des années qu'on fait ça. Euh, OK, ça sera pas long. Partager l'écran. Alors, j'ai un blanc. Est-ce qu'il y a des experts Zoom dans la salle qui peuvent m'écrire ça dans le discuter? Moi, je vois plus mon bouton partager. Ah oui, il va me sauter en face. OK, donc là, en ce moment, vous voyez mon écran et là, je vais le mettre plein écran. Donc, j'aimerais, par des petits pouces et autres, que dites-moi que vous voyez bien une photo et non pas deux. Oh oui, des petits pouces. Parfait, excellent. Ce qui est un peu bizarre dans un webinaire, c'est que c'est comme si je faisais une émission de radio, en fait. J'entends pas l'auditoire. Voilà. Alors, je me lance. Par contre, je vois pas la zone question. Excusez-moi 2 secondes. Hey, j'ai l'air de quelqu'un sur le décalage, on va dire. Bon, je ferai des petites pauses plus tard pour les questions. OK. Alors, voici le Japon. Où il y a les étoiles, c'est les zones principales où on peut faire la randonnée. Donc, il va y avoir de l'information générale un peu, il va y avoir de l'information très précise par rapport à notre offre. Sachez que le Japon a plein de possibilités là, en termes de randonnée puis d'aventure active. Évidemment, là, ce soir, je me concentre plus sur ce que nous, on offre. Mais dans cette première photo de carte, on peut voir les pôles intéressants pour la rando. Je commence du nord, donc l'île de Hokkaido. L'île d'Hokkaido qui a une superbe chaîne de montagnes volcaniques qui sépare l'île en deux, littéralement. Ça va monter un petit peu plus haut que les 2000 mètres. C'est quand même un terrain puis un territoire qui est euh, très dénudé d'arbres, c'est relativement nordique, là, cette île-là pour le Japon. C'est super pour la randonnée. C'est surtout aussi très reconnu pour le ski l'hiver. Une des meilleures neiges, supposément. L'hiver dans Hokkaido, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller l'hiver. Mais retenez ça, on le fait pas dans notre offre voyage, par contre. Si on se concentre plus sur le centre de l'île d'Honshu, ben, c'est les Alpes japonaises. Donc, super terrain, immense chaîne quand même. J'ai réalisé récemment encore l'immensité de cette chaîne de montagnes-là qui se fait sur plusieurs, si vous voulez, massifs ou plusieurs chaînes de montagnes qui tout ça se nomme les Alpes japonaises. Donc, c'est vraiment au centre de l'île d'Honshu, ouest de Tokyo, nord de Nagoya. Ce sont des villes d'envergure au Japon. Ensuite,
Kumano. On a le Kumano Kodo. Il est pas sur la carte, mais il est au sud d'Osaka. On le verra sur la prochaine carte. Et puis sinon, pour le voyage Kyushu, mer intérieure, c'est vraiment la thématique, c'est la mer intérieure. C'est la mer qui est encerclée par les îles qui composent le Japon, comme Shikoku puis Kyushu. Donc, la thématique sera sur cet archipel, finalement, plus vraiment au sud-ouest. Si je zoome in un peu, voici un résumé de tous les sites qui nous intéressent pour le premier voyage. Donc, qui est que je vais présenter, qui est notre voyage un petit peu plus accessible physiquement, le voyage Kyushu et mer intérieure. Et là, on voit un peu plus précisément tous les lieux visités, puis la fameuse mer intérieure. Donc, petit clin d'œil Caravanier quand même, là, puis clin d'œil passé de moi-même. Donc, Caravanier, ça fait 26 ans qu'on existe. On est vraiment spécialisé dans la rando partout dans le monde, des aventures qui... vraiment, notre saveur, si vous voulez, c'est le plus possible être hors des sentiers battus ou le plus possible amener les gens dans des immersions, on va dire, ouais, paysages, des immersions culturelles, des immersions naturelles, mais le moins possible dans le courant principal. T'sais, on essaie de toujours être un petit peu dans la marge. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Et le Japon a intégré l'offre Caravani il y a quelques années avec très humblement mon arrivée, parce que j'avais cette expertise Japon-là avant. J'ai mis une petite photo ici d'un resto que j'ai pu lancer en 2003, donc ça fait 21 ans. Donc j'ai eu l'occasion de travailler et habiter au Japon et puis de goûter à tous les volets de cette culture et de son potentiel territoire pour la rando, parce que ça fait au moins 25 ans aussi que je pratique ce sport. Donc, disons que le projet est né là. Quelques années plus tard, j'ai rencontré un ami en Gaspésie qui s'appelle Camille. Et puis, ce gars-là a quitté, en fait, c'est un Suisse d'origine, il vivait au Québec et a quitté pour le Japon une dizaine d'années, marié à une Japonaise, intégré 100% à la culture. Et c'est maintenant avec lui qu'on organise, les caravaniers, là, les voyages au Japon. Donc, il y a maintenant toute autorisation, réceptif local, etc. avec lui. C'est à très petite échelle, là, c'est lui et sa copine avec qui on organise les voyages. Mais il y a une très bonne complicité avec ce gars-là, disons. Et puis, on va essayer de le témoigner en photo, disons. Mais c'est avec pas mal Camille et quelques acolytes que vous allez certainement voyager si vous voyagez avec nous, que ce soit sur Kyushu, mer intérieure ou Alpes Kumano. Voilà. Quelques petites mises en contexte, culture importante du Japon. Donc, et ça, je peux le revalider et ressouligner, c'est que le Japon, c'est une société certes moderne dans son apparence, du moins c'est peut-être même ce qu'on en a comme image, hein, qu'on le regarde de loin d'ici, mais c'est une société aussi très traditionnelle. Donc c'est vraiment cette contradiction ou cette dynamique entre une modernité et une tradition qu'on va voir dans plusieurs aspects du pays. Donc, pour nous, quand on voyage au Japon, on a l'impression qu'on a toutes nos références, mais qu'on creuse un petit peu, finalement, on les perd rapidement. Que ce soit dans le méthode de consommation, des choses ancestrales comme le combat de sumo, la jeunesse très moderne, disons, contestataire, qui décide de ne plus être dans la conformité parce que le pays est pas mal dans la conformité, donc à Tokyo, par exemple. Donc ça, c'est éclatant, c'est exubérant, la culture japonaise. Puis, autant que ça peut être comme ça, assez funky, disons, autant que des fois ça peut être très codé, très protocolaire, comme par exemple la cérémonie du thé matcha, où on peut passer 1 heure ou disons le 30 minutes, là, disons, à faire correctement un thé dans les règles de l'art avec toutes les étapes, tous les codes. Et ça exprime très bien justement cet aspect de la culture japonaise qui va certainement vous choquer, entre guillemets, tu sais, que ce soit positivement ou un peu plus négativement, disons, sur place. J'en dis pas plus par rapport à ça, mais je vous dis, chaque voyageur qui voyage avec nous au Japon, on va avoir son choc culturel.
autant qu'on peut l'avoir en Inde ou dans des pays très exotiques. Quand on parle de bien faire les choses ou le protocole, ben ça s'exprime dans plusieurs niveaux. Là, j'en ai mis quelques-uns, mais tu sais, l'art des couteaux, tout ce qui est pas le forgeron, là, mais toute l'artisanerie. C'est une société qui est beaucoup encore structurée avec une dynamique maître-apprenti. Et puis pour devenir maître, ou pour qu'un apprenti puisse être maître un jour, ben c'est des heures, c'est des années, c'est des dizaines, des décennies finalement, à peaufiner son art, comme par exemple juste aiguiser parfaitement des couteaux japonais, tailler parfaitement, forger parfaitement l'acier pour en arriver à ça. Donc, c'est ça partout dans toutes les sphères de la société. Voilà. Donc, nos dates, là, ça c'est ma photo pour dire ben, quand on part au Japon. Eh bien, pour le trek Kyushu et mer intérieure, on a visé l'automne et le printemps. L'automne, c'est le mois de novembre. Le printemps, c'est plutôt le mois de mai. Ça va avec les changements de saison. C'est très important aussi au Japon. C'est ce principe des changements de saison. Je l'exprime ici avec la photo de sakura en fleurs. Donc, c'est les cerisiers qui sont en fleurs qu'on va avoir à la période du printemps hâtif, là, c'est-à-dire mars, avril, potentiellement mai selon les, tu sais, là, comment se passera la transition entre l'hiver et le printemps, mais nous, notre départ Kyushu mer intérieure, il est au début mai. On garantit pas les sakuras, mais ce qu'il faut savoir que les sakuras aujourd'hui, cette période visée de l'année il y a du surtourisme là, partout dans le pays, explosion des prix, etc. Et c'est pas tout à fait l'esprit qu'on veut avoir dans nos voyages. C'est très beau, c'est sûr, mais en disant qu'on va miser sur la chance qui en reste en mai, mais c'est pas notre approche en particulier. Si on vient pour l'autre voyage, Alpes Kumano, donc le trek un petit peu plus engagé, on est sur septembre-octobre. C'est très 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 précis parce que dans les Alpes japonaises, c'est la neige quasiment jusqu'en juin. Le Kumano Kodo, vu que c'est plus au sud, c'est très chaud, voire quasiment tropical, donc on veut éviter l'été, on veut éviter, ben c'est ça, on veut éviter l'été, fait qu'on décale plus tard. Puis l'ascension du Fuji, ça fait drôle à dire, mais on veut la faire hors saison, puisqu'il y a tellement de monde qui le font en saison, et cette saison finit le 15 septembre. Donc si on colle ces trois variables-là, ça fait en sorte que ben, c'est de septembre à mi-octobre finalement qu'on peut faire le voyage Alpes, Kumano et Mont Fuji. Voilà. Sinon, l'été, je sais pas si vous avez déjà vu, là, je sais pas si vous vous souvenez, les Jeux olympiques de 2021, là, mais c'est vraiment chaud et humide, là. C'est très tropical, le Japon, finalement, à cette latitude, puis à cette période de l'année. Autre icône visuelle du Japon, c'est tout ce qui est l'autonomisation, l'automatisation des choses par la technologie. Donc ça, c'est plutôt un contraste qui tend vers la modernité. Les machines distributrices au Japon, ça n'a juste pas de bon sens. C'est hallucinant. Il y en a partout. Il y en a dans des lieux super isolés. Je me suis un peu amusé à photographier ça tout récemment. Dans une ruelle lointaine perdue. Pouf! Une machine comme ça. Une machine qui brille par sa lumière, par sa capacité de maintenir les boissons froides, par une forme d'esthétisme, par le design des bouteilles. Bref, on en retrouve partout. Euh, Automatisation aussi de la restauration, c'est un volet qu'on va certainement avoir, en tout cas du moins que nous on fait découvrir parce que c'est quand même cool. C'est cet aspect, dans la culture japonaise, la nourriture, la restauration, se nourrir à travers un tiers, c'est vraiment, c'est important, ça fait partie presque du quotidien. Donc, il y a une diversité hallucinante de petits restaurants partout, de plus grands restaurants. Et puis souvent, ben, quand on veut manger, on veut pas nécessairement s'éterniser, surtout si ça se fait dans une dynamique individuelle. Donc, des machines, pop off, on rentre notre menu, on rentre ce qu'on veut, on rentre à l'intérieur, puis c'est quasiment déjà prêt. Donc, restauration rapide dans le sens vraiment du temps à exécuter le repas, pas tant au niveau de la qualité, là. C'est souvent
beaucoup plus de qualité que chez nous, là, la nourriture. Et donc, on a ce type-là. On a les petits izakaya ou les petits stands de bouffe qu'on retrouve dans les vieux quartiers ou dans le marché des poissons à Tokyo ou autres. Des places qui fait des endroits où il y a 4 places assises, 5 places assises, où là, il y a diverses spécialités, puis c'est souvent concentré sur une ou deux choses, donc c'est pas compliqué au niveau des opérations pour les restaurateurs, fait que ça fait en sorte que ça donne quand même un accès à la nourriture qui est varié, puis pas si cher que ça, contrairement à ce qu'on peut peut-être imaginer par rapport au coût de la vie au Japon. Il y a plein de choses qui coûtent très cher au Japon, mais la nourriture, ça, c'est surprenamment accessible parce que ça fait tellement partie d'eux, de leurs habitudes quotidiens que on le retrouve vraiment de manière très accessible. On va vous faire vivre plein d'affaires au niveau de la nourriture pendant les voyages. Donc, le volet bistrot, donc les izakaya. Donc, izakaya, c'est ce qu'on nomme, en fait, c'est un bistrot pour avoir un nombre de places assez varié. Et là, la règle, là, c'est de boire et manger en même temps. On peut pas juste boire, on peut pas juste manger. Ouais, on peut certainement juste manger, mais il faut toujours avoir une petite boisson là, à la main. C'est cette dynamique-là, un peu comme les bars à tapas. Et ça, on en retrouve une multitude partout dans les villes au Japon, dans ces genres de rues-là, là, où c'est juste des petits restos, puis là, tu rentres dans les petites portes, puis là, hop, s'ouvre à toi des fois de belles surprises, comme on voit en bas à droite. Donc, le izakaya, ça va être quand même une touche culinaire très importante qui va faire partie du voyage. Sinon, ben, l'univers sushi classique comme nous on l'imagine, ben surprenamment, c'est pas si répandu que ça. C'est plutôt quasiment une fast-food là qu'on retrouve au Japon dans les kombini. Les kombini, c'est l'abréviation japonaise pour dire convenience store. Les kombini, on va les retrouver avec les 7-Eleven, les Family Mart, les Lawson. C'est des genres de dépanneurs 2.0 dans lesquels il y a du prêt à manger. Et ça fait quasiment partie de nos voyages, vous allez voir, si vous voyagez un jour avec nous, parce que ça reste tellement exotique de rentrer là, d'assez plein de millions d'affaires, que ça, c'est quand même, ouais, c'est un beau volet du voyage, puis ça aide pour tous les snacks de déplacement. Mais pour venir au sushi, ben on l'a des fois dans certains moments, certains restaurants, mais c'est pas si fréquent que ça. Quelque chose qui risque de peut-être être plus fréquent, c'est la nourriture traditionnelle. Donc, la méthode traditionnelle de présenter la nourriture, c'est-à-dire le bento, comme on peut voir ici. Un bento, le bento, en fait, c'est un contenant compartimenté. On peut projeter cette idée-là avec une table compartimentée avec plein d'assiettes dans laquelle il y a plein de choses à manger. Donc ici, on est plutôt sur un repas du soir dans lequel il y a une multitude de variétés de choses à découvrir, comme on peut voir ici. Mais ça peut être aussi en mode déjeuner le matin. J'ai pas mis de photos, je vous garde quelques surprises, mais je le souligne en ce moment là. Sachez que quand on est dans les randonnées, donc que ça soit Kumano, les Alpes en refuge, si on va du côté Kyushu, qu'on est en refuge encore une fois en montagne, dans certains hébergements plus traditionnels, c'est le déjeuner classique japonais. Donc, ça se compose de quoi? Soupe miso, donc qui est à base de pâte miso, quelques légumes, riz blanc, petit poisson grillé, qui se décline sous plein de formes avec des légumes, qu'on voit des fois sur un genre de petit brûleur comme ça peut être sur une plaque chauffante, ça peut être juste dans l'assiette. Mais, puis après, c'est tout un paquet de pickles, donc de légumes marinés qu'on retrouve sous plein de formes, qui ont des goûts hallucinants, des fois des goûts surprenants. On a des cerises fermentées, on a plein de choses que vous avez certainement pas l'habitude de manger pendant vos déjeuners. Et je peux vous garantir que c'est quelque chose qui choque ou qui déstabilise les marcheurs dans nos cabanes de montagne, par exemple, parce que on n'a pas cette habitude-là, finalement, de manger à peu près tout le temps la même type de nourriture 3 fois par jour. Nous, ici au Québec, ou ailleurs en Occident, on a le pain, les confitures, un peu de céréales le matin, des œufs des fois. Puis on casse la journée, on casse le jeûne comme ça. Puis après ça, au fur et à mesure que la journée avance, on va plus vers des repas conventionnels, euh,
des repas conventionnels, mais au Japon, il n'y a pas ce cycle-là. Le matin, midi et soir, c'est toujours à peu près la même genre de choses, tu sais, avec les variétés qu'on peut trouver là-bas. Donc ça déstabilise, je vous le dis, mais en même temps, ça fait partie de l'expérience, tu sais. On est en immersion totale qu'on est là-dedans. On va finir avec la nourriture, avec c'est pas des izakaya, mais c'est des restaurants plutôt de bon niveau, où là, on est vraiment dans l'esthétisme, on est dans la présentation, dans le travail du goût. Donc, on va aller jusque-là dans le spectre des restos pendant nos 2 circuits. J'arrive plus en détail sur le Kyushu. Donc, Kyushu, si on le résume, grosso modo, Kyushu, Shikoku, puis la mer intérieure. Notre voyage s'appelle Kyushu et mer intérieure, là. Donc, en gros, c'est le massif d'Asso. C'est un grand volcan sur l'île de Kyushu. Visite d'Hiroshima, montée du Minsen à côté, Miyamaji, c'est le grand tori qui est dans l'eau. Donc, c'est des sites importants qu'on va retrouver autour de Hiroshima. On a le vélo, du vélo de type hybride, là, dans la mer de Seto. La mer de Seto, c'est comme une continuité de la mer intérieure. Les visites de Nara, Kyoto, Château des Meiji, puis l'ambiance lorsqu'on va marcher, l'ambiance pèlerin, si vous voulez, qu'on va marcher dans l'île de Shikoku. Donc on voit tout ça, j'ai fait des trajets là. Ok, je vous demande un petit peu de concentration en rouge, grosso modo. Puis on va combiner les transports là-dedans. Parce que le transport, dans nos 2 voyages, on essaie le plus possible d'être en mode euh, transport public. Donc ça, c'est super important. Transport public pour plein de raisons. Le coût, premièrement, ça réduit les coûts. Deuxièmement, c'est l'expérience, c'est l'immersion qu'on a dans la vie japonaise, parce que c'est tellement un pays qui est organisé, structuré avec le transport, puisque bon, ils se permettent d'avoir, en tout cas, t'as 130 millions d'habitants ou presque, tu peux te permettre d'avoir un super réseau de transport collectif, donc bateau, train, bus, ça va être vraiment presque 100% en mode public. On aura quelques transferts privés. Là, on le voit un peu, là, l'itinéraire. Là. Ça commence par le trajet rouge, Beppu, le parc national d'Asso, le fameux volcan. On s'en va vers Hiroshima. On retourne vers l'île de Shikoku, pèlerinage. On va voir les quelques temples, parce qu'il y en a 88 sur cette île-là. On traverse ensuite de ça, puis on se rend vers Himeji, puis on finit à Osaka. Donc, c'est vraiment, vraiment la portion sud-ouest. En images, donc, on est à Kyoto, on est à Nara, donc c'est dans le centre du pays, c'est la capitale, si vous voulez, la capitale traditionnelle du pays, c'est l'ancienne capitale avant au 16e siècle et avant. Donc, plusieurs monuments importants à Nara. Donc, sur ce voyage-là, on se pose à Nara. On va visiter éventuellement tous les sites de Nara et Kyoto. Dans l'autre voyage, on va être plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on se pose à Kyoto, puis on va faire une journée de découverte à Nara. Donc, un petit peu plus de temps approfondi à Kyoto dans le voyage Alpes-Kumano. Mais dans celui-ci, c'est plus basé sur Nara et sa multitude de sites importants, puisque c'est un peu le berceau, si vous voulez, spirituel ou le berceau de l'ancienne capitale japonaise. Donc, Nara est un site très important pour ça. On aura séjour en temple aussi à ce moment-là. Donc, immersion culturelle très forte dès le début. C'est un peu la touche de Caravanier, là. On essaie tout de suite, dès les premiers jours des voyages, peu importe lequel. Ouais, je veux pas dire choqué culturellement, mais presque, là. Je vais oser le dire, là. C'est de vous déstabiliser, grosso modo. Positivement, évidemment. Voilà. On va découvrir aussi Osaka. J'ai peut-être pas très chronologique, mais Osaka, c'est avec son vieux quartier qui s'appelle Sensekai, c'est juste débile, là. Tout le rétrofuturisme qu'on peut retrouver là-bas, c'est un quartier encore super animé, super coloré, à voir jour et nuit, là, parce que c'est toujours actif. Donc on aura l'occasion tout de suite aussi de se plonger là-dedans. Donc le voyage commence parce qu'on est à Osaka, c'est là qu'on va atterrir finalement. On va se poser à Nara, découvrir un peu Kyoto, puis après ça, on part vers Kyushu avec un bateau,
traversier et couchette, onsen, salle à manger, etc. Et là, on va tout traverser la mer intérieure ou la mer de Seto pour se rendre sur l'île de Kyushu. Donc, c'est une traversée qui dure une nuit complète. On part en fin de journée, là, genre, je sais pas, vers 6 heures, on arrive au petit matin le lendemain. Une croisière, si vous voulez. Donc, subtilement, on va avoir une vue partielle sur la mer quand il fera clair, puis on va se déplacer comme ça sans avoir l'impression de se déplacer, puis on va arriver sur l'île de Kyushu. L'île de Kyushu, c'est la plus australe du pays, la plus au sud. C'est aussi la plus active au niveau des volcans. Parce que vous savez que tout cet archipel-là, c'est principalement l'activité volcanique qui l'a créé. Mais sur Kyushu, c'est encore bien actif, bien présent. Et Beppu, la ville principale, vit au rythme des bains ou des sources thermiques. Donc, on aura l'occasion de découvrir ça dans notre itinéraire. Donc, il faut la culture du onsen ou du bain, euh, qu'il soit naturel ou semi-naturel, ben ça va faire partie de l'esprit du voyage. Okay? Donc, je reparlerai plus tard de c'est quoi prendre un onsen, là, mais retenez cette idée que détente ou, si vous voulez, effort, réconfort, ça va faire partie de ce voyage-là. Je fais une mini pause, juste voir si j'ai des questions. Parce que je suis désolé, je vois pas mon interaction. Je vais couper le partage d'écran 2 secondes. Oui, hello. Parfait, c'est tout bon. Ok, je fais un mini aparté comme ça, vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau, moi aussi. Ok, je repars ça. Vous allez encore me faire des thumbs up si vous voyez qu'une photo dans 2 secondes. Attendez. Ok, est-ce que vous voyez qu'une photo? Ok, merci. Vous êtes, vous êtes gentil, merci. Ok. J'ai déjà fait une conférence complète avec les petites photos, là, qui est l'autre vision que j'ai sur mon autre écran, donc j'ai eu l'air juste d'un con. Alors, je continue. J'étais rendu à Beppu, on avait quitté Beppu, le circuit des bains, etc. On se rend sur le massif du volcan ou du mont Asso. Et là, ça va être notre premier vrai trek multijour. C'est-à-dire qu'on se pose en refuge de montagne, puis à partir de là, on rayonne à la journée, puis on fait divers randonnées dans ce massif-là, grosso modo. Fait que c'est un environnement qui est très changeant selon le versant de montagne dans lequel on est, mais c'est un immense massif, là. Vous pouvez aller voir ça sur Google, là. Donc, on va vraiment rayonner de là pendant 3 jours, finalement. Donc, découvrir l'aspect, ouais, géologique, volcanique de l'île de Kyushu, c'est certainement son intérêt principal, disons. Puis c'est un type de terrain, puisqu'on est au sud-ouest, qui est quand même assez quasi tropical, chaud, même jusqu'en novembre, là. Puis au début de la saison du printemps, fait que ça reste que c'est un environnement où la flore est assez diverse par rapport aux Alpes dans l'île d'Honshu, c'est plus central. Parce que, tu sais, le but, c'est ça, si on offre 2 voyages au Japon, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'avoir 2 ambiances complètes, puis pour les Japan lovers, de faire les 2 voyages, tu sais. Première question. À mobilité réduite, ben, ça reste que c'est des sentiers. Est-ce accessible à une personne à mobilité réduite si vous êtes par exemple en chaise roulante, en tout cas pas dans nos voyages malheureusement, puis c'est des sentiers tu sais, de pierres, de roches, de racines, là, donc c'est certainement pas adapté à ça. Par contre, évidemment, tout le reste, là, si vous le faites de manière personnelle, là, tous ces sites-là sont facilement accessibles à travers le système de transport public. Puis, il y a toujours la possibilité d'aller au pied de chacun des massifs. Mais oui, c'est plus limitatif quand on rentre dans l'univers de la randonnée là-bas. Donc, je vais prendre des questions techniques, puis après ça, je continuerai. Donc, évidemment, la moyenne de marche, les heures de marche, dénivelé, etc.,
Dans notre échelle, chez Caravanier, on a 5 niveaux, 1 à 5. Le Japon que je suis en train de parler en ce moment, Kyushu mer intérieure, c'est un niveau 1 sur notre échelle à nous. Il n'y a pas une charte internationale de niveau. C'est pas comme les cotations de films ou je sais pas quoi. Donc, pour nous, un niveau 1, c'est quoi? C'est des dénivelés qui vont tourner autour de 500-600 mètres, voire moins de gain, là, 500-600 mètres de gain. Des distances 8, 9, 10, 12, des fois, c'est plus réduit. OK? Puis des temps de marche peut-être de 4 à 5 heures. Je suis vraiment sur des moyennes, tu sais. Le filon principal des voyages, c'est l'immersion active. On le dit comme ça, tu sais. Immersion parce que culture, parce que géographie différente, montagne, etc. Puis active dans le sens qu'on va marcher, principalement parce qu'on est une agence de randonnée, mais on va faire de fois d'autres activités qui vont nous donner d'autres perspectives, entre autres comme le vélo hybride ou même une fois kayak ou stand-up paddle. T'sais. On va avoir ça quelques heures. Donc, c'est actif. Okay. Mais au Japon, pour les 2 voyages qu'on fait, on est à peu près 50-50 entre les journées de marche puis les journées actives de découverte ou d'immersion culturelle. Parce que c'est un volet tellement important du voyage du pays que on voulait vraiment opter sur les 2. Donc, puis au niveau des dernières données, tu sais, température à ce moment-là pour le Kyushu, donc Kyushu mer intérieure, puisqu'on est en novembre ou à la fin de l'année de l'hiver, au printemps, on est sur des températures 20-25 environ sur Kyushu, parce qu'on est quand même en novembre, là. Puis, quand on va monter dans les altitudes comme le mont ici à Sceaux, ben, ça va peut-être tomber autour de 10 degrés. Donc, rien d'extrême, juste des températures parfaites pour la randonnée. Okay. Par contre, pour l'autre, Alpes Kumano et puis Mont Fuji, on va plutôt on peut réduire à un 10 degrés, là, facile, où là, ça va être plus des moyennes autour de 10, 12, 15, des matins peut-être à 5 degrés. Mais récemment, j'arrive tout récemment là, de notre premier départ qui était le 14 septembre, on avait des températures matinales à 10-12 parce qu'il a fait une vague de chaleur qui est sortie de l'ordinaire. Okay, donc c'est rare le point de congélation, même sur le mont Fuji. Donc grosso modo, c'est des conditions confortables pour ça. Là. On est habitué au Québec, mais j'insisterai peut-être plus sur l'aspect chaleur et humidité qui peut être accablant. Ça sera pas le cas Kyushu à cause de la période de l'année. Par contre, Alpes, Kumano, Fuji, quand on est dans le Kumano Kodo, j'en reparlerai plus tard, mais c'est une région très tropicale, quand même dans le sud du pays. Fait qu'on peut avoir des températures. Cette année, on a eu des 40 degrés. Là. 40 degrés avec 120 degrés, 120% d'humidité. Donc, c'est comme dessus, t'arrêtes plus, là. Donc, on peut considérer ça comme une difficulté, finalement. Je continue un peu sur ma lancée des photos. Donc voilà, tout le massif, le massif du Mont Asso, c'est juste génial. Bon, floraison ici va dépendre des saisons, c'est plutôt mai que novembre. Ça, c'est plutôt novembre que mai. Donc, vous voyez, on appelle ça au Japon la période du Koyo, c'est l'arrêt des choses. Les gens sont dans la contemplation, c'est les couleurs. La climat est super stable à cette période de l'année. Le Japon a envie toutes sortes d'instabilités tout le long. Il y a l'hiver qui est assez présent avec toute la neige. Il y a le printemps qui est super, c'est fou avec la floraison, avec les précipitations de pluie aussi quand même. L'été chaud, humide, très dense. La période des typhons vers le mois d'août, un peu septembre. Puis après ça, la quête vers la stabilité. Puis novembre, on dirait que c'est comme le mois le plus zen qu'il n'y a pas. En tout cas, moi, je trouve que pour le Kyushu mar intérieur, novembre, c'est juste the best. Fait que c'est le genre d'ambiance qu'on a. Puis aussi, les Japonais se posent un peu dans leur rythme effréné. Ils se posent. Ils relaxent. Ils contemplent. Ils contemplent à la manière japonaise. C'est codé, c'est organisé. Ça, c'est la manière de contempler pour un Japonais. Ils vont le faire d'une certaine manière. Fait que nous, d'observer ça, c'est juste drôle, mais c'est une belle période, je vous dirais, pour y aller. Là.
Donc Kyushu et Kumano, ils ont cette particulier, pardon, Kyushu mer intérieure, notre voyage niveau 1. On y va dans 2 périodes quand même le fun au Japon. L'automne tardif, printemps tardif. Je continue, on a quitté Kyushu, on arrive à Hiroshima. Évidemment, regard historique sur le passé du Japon et des États-Unis par conséquent. On veut pas être très, très moralisant là-dedans, mais on aura l'occasion de visiter et saisir une réalité qu'eux ont vécue. Je pense pas que la majorité des Américains, des Nord-Américains ou des Occidentaux réalisent à quel point le Japon a été affecté par la guerre, par les immenses bombardements. C'est pas juste les bombes nucléaires, là. Il y a eu les bombardements au napalm, Tokyo qui a quasiment disparu de la carte, etc. Le Japon a été fondamentalement atteint. Il y a un beau regard sensible, émotif sur ça. À Hiroshima, on aura l'occasion d'explorer ça. Donc voilà. Petite ambiance de quartier, de ville, etc. Tu sais, sachez ça, là. À chaque fois qu'on revient en ville, ça va être le genre d'ambiance qu'on va retrouver. Ces petites rues, ces petits izakaya, petits restos, les combini, l'ambiance japonaise, c'est superbe. Dans l'univers un peu plus esthétique, ça, c'est des photos de mon collègue Alexandre, avec qui peut-être certains ont parlé. Donc, Alexandre est photographe, il travaille pour nous au bureau. Puis bon, son regard très esthétique, des fois qu'on peut avoir sur des bâtiments, sur des choses. Ça, c'est juste superbe. Autour de, donc, vers l'intérieur, je finis presque, là. Donc, on avance, on s'en va vers Himeji. On a des sites aussi importants dans le pèlerinage de Shikoku. Donc, tu sais, toute cette portion-là, dans la partie Himeji, après ça, Shikoku, l'île, c'est plein de références shintoïstes, un peu bouddhistes aussi, qu'on aura lors de nos marches, de nos déplacements. Sinon, une petite expérience très sympathique qu'on a sur ce voyage, c'est et puis là, je l'oublie, là, c'est la Shimano Kenzen. Bref, il y a un nom, là, pour, je suis désolé, je suis encore décalage horaire. Shimani Kenzen. En tout cas, bref, c'est le nom d'un enchaînement, c'est une route finalement cyclable qui relie l'île d'Honshu à Shikoku par un ensemble de ponts et d'îles. Donc, c'est des pistes cyclables superbes, très esthétiques. Et là, on passe à travers tout cet archipel-là et on voit justement la mer intérieure d'un autre regard. On l'aura traversé en bateau. On va la traverser dans un autre axe en vélo. Des ponts comme ça avec pour les vélos, c'est super bien aménagé. Donc, c'est pas un vélo là, engageant pour vous si vous n'êtes pas besoin d'être cycliste pour faire ça. On a juste besoin d'être capable d'avoir l'équilibre sur un bicycle. OK? On va faire environ 100 quelques kilomètres sur 3 jours. Là, c'est pas énorme non plus. Mais notre idée, c'est d'aller chercher des points de vue, c'est de rester actif, puis c'est de découvrir ce paysage-là très particulier. Donc Shikoku, ça je termine presque le voyage. Donc Shikoku, c'est une île qui est réputée, reconnue pour avoir un pèlerinage, un peu comme le Sentier de Compostelle, son pèlerinage des 88 temples. On fera pas les 88, mais on va en faire 3. Donc pour comprendre cet esprit du pèlerin. Donc parce que c'est super important là, c'est reconnu mondialement. On se concentre un petit peu plus sur l'est de l'île de Shikoku. Et donc, on va marcher pendant 3 jours en rayonnant à partir d'un hébergement. Fait qu'il y a ça aussi, c'est que l'hébergement pendant ce voyage, il est tout le temps, évidemment, il n'y a pas de camping, mais c'est tout le temps en auberge, en Minshuku, qu'on appelle. Le Minshuku, c'est comme une auberge traditionnelle japonais. Il va y avoir des ryokan, donc aussi une auberge traditionnelle japonais, mais de plus haut niveau. Quelques hôtels modernes ou occidentaux, et puis refuge de montagne. Mais refuge de montagne quand même assez confort sur le mont Asso. Donc on est toujours chaque nuit en, euh, en dans ce type d'hébergement-là. Donc, non, c'est ça. Pour résumer les dates, là, j'ai une question ici. Donc, le voyage Kyushu, mer intérieure, c'est à chaque année en mai puis en novembre. Le voyage Alpes, Kumano, Kodo, Fuji, c'est septembre, octobre.
Puis il n'y a pas d'autre saison pour ça, pour la raison que j'ai expliqué tout à l'heure. À cause de ces contraintes variées là, de type de météo qu'on trouve dans les 3 écosystèmes. Donc voilà, donc ça c'est les images un peu du pèlerinage, de l'ambiance de Shikoku dans le nord-est. Voilà. On va si vous voulez regagner l'île Honshu, on va passer par une petite île à caractère artistique. Donc ça aussi, l'art au Japon, c'est quand même très important. Donc on va faire un petit regard là-dessus en passant sur l'île de Naoshima. Ça vous dit sûrement quelque chose, cette photo-là, peut-être. C'est des sculptures comme ça qu'on trouve un peu partout. Il y a des musées, il y a différents types d'art. Donc l'île de Naoshima, c'est sur le chemin. On passe dessus, puis on fait un autre regard sur le Japon avant d'arriver à Himeji avec son château médiéval. Donc, un des 3-4 châteaux importants là qu'on retrouve au Japon. Puis après ça, on regagne tout simplement Osaka pour finir le voyage et puis retourner à la maison. Donc, c'est Osaka, aller-retour pour 19 jours sur place, 20 jours riches avec le déplacement et toujours la possibilité de faire des extensions qu'on peut vous proposer. Lancez-moi vos questions là-dessus, juste voir si j'en ai deux. Oui, les refuges en montagne, combien de lits par chambre? Je vais vous montrer ça. Donc, parce que les refuges en montagne sur le Asso puis sur les Alpes japonaises, c'est à peu près la même ambiance. Donc, j'y arrive dans quelques instants. Donc là, j'embarque sur le deuxième voyage. Donc, le voyage qui est niveau 2, qu'on appelle, je le répète, parce que ça rentre dans la tête des gens, c'est juste une énumération des 3 traits Kumano Kodo, Alpes japonaises, Fuji, on l'appelle Kumano Alpes Fuji. C'est notre voyage le plus ancien chez Caravani. C'est un voyage qu'on fait peut-être depuis 8 ans. C'est le plus mature, c'est celui que je viens juste de faire. On a 3 groupes en ce moment là qui s'enchaînaient là, pour ce voyage-là en particulier. Sa particularité, ces 3 régions de randonnée, je les ai nommées. Traversement sont là. Kyoto, regard traditionnel, puis Tokyo moderne. Donc, grosso modo, on arrive à Osaka, mais finalement, on se déplace rapidement à Kyoto. On visite Nara, comme je vous ai dit, depuis Kyoto. On fait les 3 treks, puis on finit à Tokyo. Simple. OK. Donc, si on y va peut-être en image un petit peu plus sur la carte. OK. Donc, le Kumano Kodo, finalement, c'est au sud. C'est pas tant au sud du Japon, mais presque. C'est au centre, puis sud, finalement. Donc, d'où son climat très chaud et humide que je parlais tout à l'heure. Les Alpes, entre Takayama et Matsumoto, Fuji, et puis Tokyo. Kyoto, c'est la capitale traditionnelle historique. Ça a toujours été, c'est ça depuis une centaine d'années. On le retrouve encore beaucoup aujourd'hui. Kyoto, pour des raisons d'urbanisme, etc., n'accepte pas de bâtiments à une certaine hauteur. C'est limité, je pense, à 5 étages. Il y a juste une tour ou 2 qui dépasse. Donc, tu sais, c'est pas une ville immense ou si, comment dire, englobante que Tokyo. Donc, c'est ce regard qu'on va avoir, du moins, sur cette ville-là. Ça reste quand même une grosse ville au Japon. Mais bon, nous, c'est plutôt ce regard-là. Aller voir les quartiers des geishas, aller voir les petites rues, les petits magasins, les artisans, etc. C'est ce qui nous intéresse sur Kyoto. C'est aussi toute l'histoire des temples et des sites importants. On doit faire une sélection parce qu'on pourrait littéralement rester des jours et des jours hein, sur Kyoto. Mais donc, certains temples dans le cœur de la ville. Le parc de Hirashiyama, qui est super important, sa forêt de bambou pas très loin, les tori, les Senbon Tori qu'on a. Donc, c'est peut-être des lieux que vous avez déjà tous peut-être vus à travers les réseaux sociaux, des images ou autres. Mais donc, on va se concentrer sur certains points. On a fait une sélection, on devait faire comme ça. On va le faire en randonnée urbaine, et puis aussi en vélo urbain quand il y a des sites un petit peu plus éloignés du centre. Donc, un peu de vélo urbain, un peu de marche. Déjà, dès le début, on est dans cette immersion-là. On se lance dans le vif du sujet. Et puis, on aura aussi une incursion à Nara,
qui est la ville que je vous parlais tout à l'heure. Le Kumano Kodo, maintenant, premier trek. C'est un trek qui se trouve tout au sud de la péninsule. On fait quelques sections. Donc, on fait pas l'entièreté aussi, c'est un ancien pèlerinage où l'empereur, qui voulait cheminer entre la ville spirituelle Kyoto puis Edo, l'ancienne capitale du Japon, qui est Tokyo aujourd'hui, passait par ce territoire-là, puisque ce territoire du Kumano Kodo, avec la ville de Koyasan, serait un des berceaux du bouddhisme ou du shintoïsme au Japon. Donc, après avoir évolué en Asie continentale, en Chine, il s'est transporté au Japon vers le 6e siècle, puis c'est pas mal à partir de Koyasan que tout ça a évolué. Donc, Koyasan, c'est un centre spirituel super important, donc on va cheminer, si vous voulez, là-dedans pendant notre trek où on va emprunter quelques sentiers ou quelques portions de sentiers finalement du pèlerinage nommé Kumano Kodo. Il y a une quête de plusieurs temples, on les fera pas tous aussi, mais c'est l'idée de cheminer de temple en temple finalement à travers des chemins ancestraux bien balisés avec des torii comme ça, des portes spirituelles. On le reconnaît, la torii shintoïste avec les petits pliages de papier qu'on retrouve dans l'entrée de la porte. Donc, c'est vraiment dans ce genre de contexte-là qu'on saura. Donc, c'est un écosystème qu'on ne retrouvera pas dans le reste dans toutes les destinations, finalement. C'est une forêt assez de monoculture, finalement, de cyprès et de cèdre qui est sublime. Puis quand on regarde un peu notre tenue vestimentaire, on se rend compte que c'est quand même chaud et humide, comme je disais tout à l'heure. Question. Le projet proposé sur votre site parlait d'un retour vers Tokyo. Ben oui, c'est vrai. Ça fait 2 fois que je fais l'erreur. Je suis désolé. Pour le premier voyage, donc Kyushu et mer intérieure. Donc c'est vrai on commence à Osaka, on visite Osaka, on a aussi Nara, Kyoto, mais à la toute fin, on finit à Tokyo. On peut pas faire un voyage au Japon sans aller à Tokyo. Donc je suis désolé de la petite confusion. OK? Les 2 voyages se terminent à Tokyo. Donc, les 2 voyages arrivent à Osaka et se terminent à Tokyo. Comment se manifeste le changement climatique? Ouais, ça c'est. Ouais, c'est pas si pire que ça. Mais les queues de typhon, on les retrouve plus décalées vers septembre. Donc, faut toujours s'attendre à une météo qui est surprenante. On a eu encore aujourd'hui, là, tout récemment, on a dû modifier la date pour faire le mont Fuji. On a décalé d'une journée à cause d'une journée qui avait trop de précipitations de pluie. Puis vous voyez aujourd'hui, ça a fait en sorte que les 2 groupes ont dû se fusionner. Mais là, tout ce beau monde est rendu en haut de top du Fuji avec du beau soleil. Donc, c'est quand même pas si pire pour ce trek-là, en tout cas, à cette époque de l'année. C'est juste le décalage dans le temps des typhons. Et sachez que les typhons, c'est les ouragans, là. On voit ça rouler pas mal en Floride en ce moment. C'est un peu l'équivalent au mois d'août, là, au Japon. Et puis, parce que dans la plupart du temps, on est dans les terres ou dans les montagnes, c'est vraiment juste les fins d'ouragan qu'on peut avoir qui affectent une journée. Mais à date, ça n'a pas trop déstabilisé nos itinéraires ou le plaisir de marcher sur les sentiers. Ça n'a pas encore trop joué là-dessus. Voilà, donc je finis mon Kumano Kodo dans le premier des 3 treks qu'on a sur ce voyage-là. Donc on est vraiment dans une ambiance de moyenne montagne, le Japon plutôt fermier traditionnel, des rizières, des sentiers anciens, etc. Les petits départs matinaux comme ça, on traverse une petite ville, village. Donc le Kumano, c'est sentiers ancestraux, ville-village, la vraie vie, parce que c'est pas 100% sauvage, mais ça nous permet justement d'être au rythme de la région, au rythme des gens. Fait que voilà un peu en image. Tu sais, qu'on parle de sentiers de vieilles pierres, etc., t'as l'impression de marcher sur des centaines d'années ou euh, c'est ça. C'est vraiment cette ambiance-là qu'on retrouve. Et l'aboutissement symbolique, pour nous, c'est la ville de Nashi. Donc, Nashi qui a un super temple qui,
super temple qui symbolise justement la fin de cette rite-là. On le voit arriver avec encore une fois une torii, là, une porte Shinto, et le temple pagode là, qu'on retrouve ici, puis sa grande chute qui est à l'arrière. Donc là, il y a plein de pèlerins qui font toute la cérémonie, etc. pour aller chercher une genre de forme de purification. Donc voilà, ce sera le premier trek en immersion qu'on aura dans le voyage Kumano Alpes et Mont Fuji. Donc, pour les moyennes de randonnée dans les Alpes, la moyenne, donc j'y arrive, je suis pas encore rendu au circuit des Alpes, là, j'enchaîne Kumano, là, on s'en va bientôt sur les Alpes. Donc, hébergement, maintenant, petit clin d'œil là-dessus pour avoir un topo. Dans les deux cas, dans les deux voyages, on fait immersion, nuitée en temple. Donc, en temple shintoïste, très minimaliste. Okay? Donc, on est dans le Japon le plus pur, le plus traditionnel. Vous voyez, ça, c'est une salle à manger. OK? Donc, on est loin de nos références ici, là. Il y a toujours quelqu'un qui fait la cérémonie du riz, de la soupe, qui distribue la nourriture. Puis là, les convives sont là, un en face de l'autre, dans une salle très minimaliste. Et aussi les salles où on fait le thé, on fait chauffer l'eau. Encore une fois, c'est très zen. Donc ça sera dans nos nuitées en temple. Sinon, on va être dans des ryokan. Donc, ryokan, ça peut avoir deux formes, la forme de jour, la forme de nuit, où on installe les tatamis, finalement, pour dormir au sol. C'est l'hébergement au standard classique qu'on retrouve au Japon. Euh, donc, c'est ça. Sinon, ben, on a encore une fois plein de types de ryokan, ou des fois des ryokan qui combinent des bains thermaux qu'on appelle les onsen. Donc, ça aussi, si on va dire, c'est plutôt ouais, c'est comme aller au spa finalement pour nous, mais il y a un hébergement qui est combiné à ça. Des fois en mode, on a vu traditionnel ou en mode occidental, mais ça reste un peu le même décor, même ambiance. On aura aussi les minshuku. Les minshuku, c'est plus petite échelle, tenu par une famille souvent, et la salle commune pour les repas qui se présentent ainsi. Donc, je vous invite à regarder un peu tout ce qu'on a là. Petite fondue, grillade, multiplats, les bento. Donc, tous les séjours dans le Kumano Kodo, Alpes, dans les refuges, ça sera de ce type d'hébergement qu'on aura. Okay? Puis sinon, sinon, pour le reste du voyage, on est plutôt dans les hébergements des hôtels plutôt classiques, comme on peut l'imaginer en Occident. OK. Je reviens sur le transport des bagages puis les kilomètres par jour. On aura l'expérience, comme le font les macaques japonais, de profiter des eaux thermales, des eaux chaudes par les onsen. Donc les onsen, on en a quelques-uns placés dans le voyage Alpes Kumano Kodo. On en a quelques-uns aussi placés dans le voyage du Kyushu et mer intérieure. Donc le onsen, c'est souvent une source naturelle, aménagée pour des bains. Et puis, c'est séparé homme-femme et on se baigne 100% nu dans ces voyages-là. C'est la tradition au Japon. Tout le monde passe par là. Si vous n'êtes pas obligé non plus d'y aller. Bon, il y a toute une façon codée aussi d'aller au onsen. On vous l'expliquera à destination, mais c'est la récompense d'après-trek. C'est le mindset ou le repos d'avant-randonnée, peu importe. Mais ça fera partie de nos deux voyages. J'arrive tranquillement, on fait un petit aparté à Issei parce que bon, au bout de cette péninsule de Ki, donc la région du Kumano-Kodo, on aboutit à Issei. À Issei, historiquement, c'est là où l'empereur quittait en bateau pour se rendre à Edo, la capitale, Tokyo. Et donc, il y a quelques de sites importants comme ici le rocher de l'amour qui unit la femme et l'homme par un immense cordon shintoïste. Donc ça, c'est un lieu où on se pose qui est vraiment bien. Donc il va y avoir dans ce voyage Alpes Kumano Fuji un moment plutôt mer aussi, comme on l'aura eu sur la mer intérieure. Donc on sera en bord de mer, on va dans un Japon beaucoup plus décontracté et on aura l'occasion d'aller se baigner, nager avec les pêcheuses de perles qu'on appelle les hamasan. Donc ça, si vous voulez, c'est une activité économique qui persiste au Japon. Il y a environ 1000 femmes qui plongent pour vivre de leur cueillette, si vous voulez, de fruits de mer et de perles ou de coquillages qu'ils vont revendre après. Donc, on a
l'occasion vraiment d'être en immersion avec eux. On va se transporter, là, ça c'est mon image pour parler du transport, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, donc même chose pour ce voyage-là, c'est 90% du transport public. Donc on va pouvoir prendre tout type de train, sauf dans ce cas-ci, le Kumano Kodo, Alpes et Fuji, on ne prend pas le Shinkansen, qui est le fameux Bullet Train. On l'aura dans l'autre voyage, mais pas dans celui-ci parce qu'on est trop hors des axes du Shinkansen. On se lance dans les Alpes, on arrive, là, pour les gens, là, il me reste environ une dizaine de minutes. Donc, on arrive dans la vallée de Kamikochi. Donc, les Alpes, il y en a plein de possibilités de rando. On vous propose un trek en fait, c'est à peu près 5 jours de trek, 4 jours en consécutif qui commence là. Immersion dans la vallée de Kamikochi, qui est une superbe rivière là, qui est au cœur des Alpes. Et ça sera une longue montée en remontant cette rivière-là pour aller vers les crêtes du plus haut massif, si vous voulez, des Alpes japonaises. Les Alpes japonaises vont osciller entre 2300 et 3100 mètres d'altitude. Quelques sommets qui vont dépasser ça, mais ça va pas plus haut que 3200 mètres. Donc, peu de facteurs altitude, très très peu, c'est vraiment bénin. Et ces étapes-là, donc on va plutôt être sur donc, les étapes de marche en temps, puis en kilomètres, on va être autour de 14, entre 12 et 15 kilomètres pour des temps de marche, je vous dirais, d'à peu près 6 heures. Je viens de le faire, là. Donc 6 heures, c'est très réaliste, ponctué de pauses, des fois peut-être 7 heures, mais sur un autre rythme complètement. Donc déjà qu'on sera en décalage assez fort avec le Japon, puisque 13 heures par rapport à nous, mais quand on est dans le trek des Alpes, faut se mettre sur un autre rythme, c'est-à-dire la vie commence, une journée type, si vous voulez, pendant le trek des Alpes, c'est réveil à 4h45 le matin. 5 heures, on est au garde-à-vous pour aller prendre le petit déjeuner. Petit déjeuner, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, qui est composé des fois de miso, de riz blanc, de poisson grillé et de légumes pickle. Donc, c'est déstabilisant à ce niveau-là. Il est 5 heures. Puis après ça, 5h30, 5h45, ça se détend, on pack nos affaires. Puis à 6h15-ish, on est sur les sentiers. Le soleil s'est levé à 5h45, 6h. Okay, donc c'est très tôt, mais ça fait en sorte qu'on arrive en fin de journée. Notre fin de journée, finalement, c'est légèrement passé midi. Des fois, 1 heure. T'sais. Fait qu'on a une après-midi relax, mais le souper est à 5 heures le soir. Donc, ceux qui ont connu ça au Québec, là, il y a une couple de décennies, là, on mangeait à 5 heures. Ben là, ça va être ça au Japon, OK? Puis c'est de dos à 8, 8 et demi. Donc, c'est ponctué et tout le monde est super ponctuel dans les refuges, OK? Voilà. Vous me demandez peut-être qu'est-ce que vous avez sur le dos, le transport. Donc, le transport, on organise ça très bien. Puisqu'on est en transport en public, on essaye le plus souvent possible dans tous les itinéraires, là, je parle des 2 voyages, de faire transporter nos valises pour les étapes où on n'a pas vraiment besoin. Une étape, par exemple, qu'on va dans les Alpes, on n'a pas besoin de la grosse valise, on fait notre pacton pour les Alpes, puis après ça, notre valise, elle va enchaîner sur la prochaine destination. Elle nous attend de l'autre côté à Matsumoto. Parce qu'au Japon, il y a un service qui s'appelle Black Cat, puis eux font le transport de valises de destination en destination. Pour ça, c'est très bien organisé. Pour les longs treks où on est plutôt en autonomie, on parle du mont Asso tout à l'heure que je parlais dans le voyage Kyushu. Ici, dans les Alpes, puis dans le Kumano, eh ben, il n'y a pas de transport de bagages, mais tout est fourni, si vous voulez, au niveau de l'hébergement. C'est-à-dire qu'on a juste besoin d'un drap d'auberge puis des vêtements de rechange, petite trousse d'hygiène, puis c'est tout. Donc oui, c'est un petit peu plus de bagages qu'un sac de jour, mais c'est quand même à l'aise pour, si vous voulez, l'aspect reculé ou autonome de ces treks-là. Donc après ça, c'est vraiment votre capacité aussi d'être léger. Fait que c'est relatif un peu à chacun. Mais je vous dirais que sur les Alpes, où on a plus de choses à porter, on a environ
des sacs à dos qui doivent tourner entre 8 et 10 kilos, à peu près. Une fois qu'on est rendu, on a monté notre vallée de Kamikochi, on marche sur les crêtes. Donc, c'est vraiment ça la beauté du voyage, c'est de pouvoir être en mode zone alpine, vue très aérienne et ouverte. C'est la beauté des Alpes, là. Moi, les Alpes, j'ai redécouvert ça. En fait, sa particularité, c'est qu'il n'y a jamais eu de période glaciaire et ça fait en sorte que le paysage est encore très incisif, très, tu sais, ça n'a pas été arrondi par des milliers d'années de glace, là. Fait que c'est superbement encore très, ouais, c'est ça, dentelé, pointu. Et on va marcher là-dessus pendant 2 jours et demi, si vous voulez. Parce qu'il y a une première longue journée de montée, après ça, on aboutit sur les crêtes, une journée complète sur les crêtes, une autre encore, puis après ça, on redescend. Donc, ça va ressembler à ceci. Et puis, cette année, on a fait une modification de l'itinéraire pour aller encore plus dans des sections qui sont pas fréquentées par moins de tourisme, disons. OK? Donc, il faut comprendre que dans les Alpes japonaises, quand on fait du multijour, déjà, on vient de trancher à peu près 80% des Occidentaux qui font de la randonnée. Pourquoi? Parce que toutes les cabanes ou les refuges de montagne sont organisés, structurés. Il faut parler japonais là, pour que ça se passe bien. Donc, nos guides caravaniers parlent, en fait, vivent là-bas. Là. Il y a Camille, il y a Cédric, il y a Antoine. Euh, donc, qui parlent, en fait, ça fait 15-20 ans, ça fait 10 à 15 ans, pardon, qu'ils sont là, ont intégré la culture, ont intégré la langue, donc eux autres permettent d'être au diapason, si vous voulez, culturel, et ils permettent aussi d'être en interaction fluide avec le système des refuges. Donc, c'est ce qui fait que la plupart des étrangers ne suivent pas là-dedans. Une particularité intéressante. Donc, sinon, le paysage, c'est ça, c'est super ouvert. On est sur des climats comme là. C'est pas tout à fait notre cas, c'est un petit peu plus, c'est encore très encore très estival, nous autres, au niveau des couleurs, mais d'habitude, quand on y va à cette période-ci de l'année, dans les Alpes, c'est déjà les mousses puis les arbustes aux couleurs de l'automne. Ça, c'est quand même intéressant. Puis c'est des chaînes de montagnes et des crêtes à pu finir. Là. Il y a 15 000 possibilités. Donc nous, on s'est concentré là, sur 4 jours et demi, là, si vous voulez, là-dedans. Une des particularités ou des sommets symboliques qu'on veut faire, c'est le mont le Yarigatake que je présente ici. Le Yarigatake, c'est le troisième, si vous voulez, sommet en importance spirituelle. OK? Donc ça, c'est important. On le fait, c'est super optionnel parce que c'est quand même un peu technique là, de faire le Yarigatake. Je sais pas si vous voyez sur la photo les petits points de couleur, là, mais c'est assez vertical. C'est pas vertical, c'est pas dangereux, mais ça prend l'utilisation des mains, puis ça peut être vertigineux. Donc ceux qui ont le vertige, on s'en sort, on n'est pas obligé de le faire. C'est une ascension qui prend 45 minutes aller-retour. Là. Donc ceux qui ne vont pas le faire, prennent ça bien relax sur des tables de pique-nique, sur la terrasse du refuge du Yarigatake. Donc voilà. Les dénivelés, là, ceux qui me posent des questions, c'est dénivelés sur je me semble qu'on a les détails sur le site internet. Mais sachez qu'il y a certaines journées qui peuvent quand même atteindre 1000 mètres de gain sur les 6 à 7 heures de marche qu'on fait. Okay. Donc c'est pas pour le niveau 2, là, c'est un niveau 2, là, Alpes, Kumano, Kodo, mais c'est un niveau 2 caravanier, là. C'est pas le niveau 2 des autres compétiteurs que je sais aucune idée c'est quoi leur échelle. Okay? Donc, dans notre échelle, sachant que le Kyushu mar intérieur, c'est un voyage vraiment accessible dans l'univers rando. Puis notre niveau 5, c'est des ascensions de montagnes qui font presque 7000 mètres. Donc, il fallait trouver une zone là-dedans. Fait que là, il s'inscrit très bien dans le niveau 2. Il y a certaines étapes qui sont un petit peu plus longues, mais si on considère la globalité du voyage, ça sent qu'il y a des journées où on n'est pas nécessairement en mode rando, mais plutôt en mode immersion active. Mais si on fait cette globalité-là, on est sur un niveau 2 confortablement. Voilà un peu des images des Alpes pour conclure. Et puis tout ça se finit très bien. J'ai déjà des photos des refuges pour ceux qui me posent des questions sur les refuges. Donc c'est quand même un trek soutenu. C'est 4 jours en itinérance. C'est quand même trippant de vivre ça. C'est rare. Peut-être
certains randonneurs n'ont jamais fait ça. Si on compare à des hikes, là, des hikes, on a trop notre confort à chaque jour. On part souvent avec très léger en sac à dos. Là, on a un petit peu plus de stock sur le dos. Puis, on a cette itinérance-là qui fait en sorte que c'est limitatif aussi au niveau de l'hygiène corporelle, veux pas. Puis bon, puis tous les autres détails qui peuvent coller à ça. Par contre, on décroche complètement. On est en itinérance et en liberté pendant ces 4 jours-là. Fait que moi, je trouve que c'est quand même une belle récompense pour l'effort déployé. J'arrive sur ma description des chambres. Il me reste quelques minutes. Excusez, je regarde vos questions pendant ce temps-là. Est-ce faisable pour un ado? Ben oui. Quel âge a cet ado, Isabelle? Au moins 12 ans. Donc, s'il y a au moins 12 ans, c'est bon. Les salles à manger des refuges. Donc, ambiance quand même très, très sympathique. Et les fameux dortoirs. Donc, les dortoirs, ça va varier. C'est souvent des cubicules, je vous dirais 6, 8, 4. Ça va varier. Donc, des fois, juste délimité par des sections comme ça avec des draps. Des fois, c'est littéralement fermé par des murs. C'est très variable. Mais c'est des nuitées en refuge. Ça, ne l'oubliez pas. Souvenez-vous-en. OK? Parce que les gens qui ont voyagé avec moi cette année, ils avaient vu la conférence, ils avaient vu toutes nos informations, puis ils avaient oublié. Ah, on dort à 8. Ben oui, on dort à 8. Et c'est comme ça que ça se passe dans les Alpes japonaises. C'est très ponctuel. À 8h30, c'est très tranquille. Mais ça reste qu'il y a une proximité des autres. Il y a potentiellement des gens qui peuvent ronfler, etc. On n'est peut-être pas nécessairement habitué d'avoir un petit espace limitatif. Mais au Japon, puis dans les Alpes même françaises, dans tous les massifs de montagnes du monde, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut juste avoir ces petites habitudes, ces petits trucs, ces bouchons, ces écouteurs qui absorbent le son, peu importe, pour avoir son intimité. Mais il y a des petites cloisons même entre chacun, là, tu sais, pour pas que tu aies la face de l'autre collée dans la face. Donc, c'est quand même très correct. Bloc sanitaire complet, ben, moi je trouve ça très confortable pour un refuge, mais ça reste que c'est ça, c'est très, c'est en proximité, disons. Voilà pour les Alpes. On aboutit ensuite Matsumoto. Donc, sachez, on a vu Emeji dans l'autre voyage. On va voir le château de Matsumoto. C'est une autre variante. On va se balader dans Matsumoto, une ville super charmante qui se fait à l'échelle à pied. Puis on finit avec notre dernier trek, ascension du mont Fuji. Donc, c'est le grand symbole puissant du Japon. C'est la montagne sacrée. C'est la montagne du pays du soleil levant qui est très puissante, 3776 mètres. Et là, on fait une partie, en fait, on va voir le premier temple qui est l'ouverture officielle du sentier historique. On passe, on prend des taxis, on va un petit peu plus loin parce que bon, c'est un petit peu ennuyant. C'est juste la marche en forêt, puis on veut pas trop non plus avoir des longues étapes. Puis on fait, après ça, à partir de la station 1, toutes les stations des anciens pèlerins du Fuji jusqu'au sommet. On va arrêter à la station 5 ou dans les environs de la station 5 ici chez M. Sato, donc c'est Sato Goya, le nom du refuge. Lui, c'est un montagnard, il ouvre sa montagne pour les gens, même s'ils sont hors saison, parce que nous, il faut se souvenir, on va être hors saison quand on va faire l'ascension du Fuji, on va être passé le 15 septembre, parce qu'on veut pas les 5000 personnes qui le font habituellement à cette période de l'année, on veut la tranquillité des lieux, puis c'est pas interdit non plus de le faire, c'est juste qu'il n'y aura pas les infrastructures et les cabanes qui vont être ouvertes pour les cabanes de nourriture, puis de soupe, puis de coke, puis de... C'est pas le genre d'ambiance qu'on cherche chez Caravanier. C'est peut-être intéressant à vivre, mais non, nous, c'est pas là qu'on veut aller, donc on est vraiment bien, bien tranquille. Cette année, il y avait, à part nous, on a peut-être croisé une dizaine de personnes. C'est dans la journée au complet. Fait que c'est ça, on atteint le sommet, c'est 6 heures environ de montée, ça peut être un petit peu plus long selon les rythmes. Et puis, on va faire une marche autour du cratère qui est sublime. Différentes photos de différentes époques. Marche du cratère qui prend 45 minutes environ. Puis voilà, puis après ça, tranquillement, on descend par une autre voie. Donc, une voie de descente qui est aménagée pour ça.
C'est sûr que le Fuji, surprenez-vous pas, là, c'est pas une montagne 100% sauvage, là, parce qu'il y a toutes ces infrastructures de cabanes. Il faut savoir que pendant l'été, il y a jusqu'à 4000 pèlerins au moins par jour qui vont le faire par différentes voies. Donc, ces pèlerins-là, faut les garder au chaud, faut les nourrir, etc., etc. Donc, il y a plusieurs cabanes, sentiers, etc. C'est pas tant ça l'intérêt. L'intérêt, c'est pas la beauté du terrain, etc. C'est la symbolique des lieux, puis c'est le paysage et la vue que ça donne autour. C'est vraiment assez puissant quand même. Mais oui, les gens ont quand même fait des commentaires. Coudonc, ils ont mis la cabane ici, ils ont mis du chemin aménagé. C'est vrai. OK. Mais bon, c'est une journée dans notre périple, tout ça, puis il faut regarder plus le regard. C'est symbole, puissance, puis vue, globalement. Puis on finit le voyage, après avoir fait tout ça, on finit le voyage, claque d'en face, Tokyo. Donc on vous envoie dans la plus grande métropole du monde, 37 millions d'habitants. Une ville aux multiples agglomérations, donc on va essayer d'en saisir quelques-unes. C'est à perte de vue, là, je vous le dis, là. S'il y a des amateurs du vieux Blade Runner de Ridley Scott, là, on peut quasiment se projeter dans cet univers-là. Donc, deux quartiers en particulier qui nous intéressent pour les visites, ça va être Shinjuku, qu'on voit ici. On va avoir aussi Shibuya. Et on va être basé, par contre, nous, dans un quartier pas mal plus tranquille, mais aussi divertissant, ça s'appelle Asakusa. Donc, ça va être pas mal les trois quartiers qui nous intéressent, puis un peu Ginza pour le centre, puis le palais impérial. Mais donc, notre objectif, c'est de vous mettre une claque à la figure en termes de modernité puis de contraste par rapport à ce qu'on va avoir vu avant. Donc, on a construit un super bel itinéraire de découverte de Tokyo là, qu'on vient de repaufiner, qui est trippant. T'sais. Toujours de regarder les choses un peu dans la marge, pour OK, Tokyo, c'est bien beau, on connaît les quartiers, etc. Mais ça, y a-t-il des choses qu'on peut saisir plus, t'sais? Y a-t-il un regard particulier qu'on peut avoir sur tout ça? Parce qu'on peut faire 15 000 façons de voyager dans Tokyo. J'ai intégré même récemment les Tokyo Toilet, pour certains peut-être qui ont vu le film The Perfect Days de Wim Wenders. Donc, c'est un film qui se passe au Japon. C'est les Tokyo Toilet, un projet architectural son but était de rendre beau quelque chose qui à la base est laid, des toilettes. Donc, c'est 17 toilettes dessinées par des grands architectes japonais. Le film rend bien ce volet de la culture japonaise qui est l'art, justement, par son code, par l'honneur, par le protocole, par la tenue, si vous voulez, de l'uniforme, potentiellement rendre des choses belles qui ne le sont pas a priori. T'sais. Fait que même en designant, si on rend une toilette au niveau visuellement belle, ben tout le reste peut en découler. Bref, fait que plein de petits regards comme ça qu'on donne. Et puis, on aurait l'occasion aussi en soirée d'aller traverser l'intersection à 6 rues de Shibuya, d'aller voir ça d'en haut, d'en bas. C'est quand même trippant. Donc, ça sera notre dernier regard sur le Japon à travers Tokyo. On reste 3 jours, 2 nuits, puis le voyage se termine ainsi. Par contre, s'il y a des gens qui veulent faire des prolongations, donc que ça soit sur le premier itinéraire, Kyushu, mer intérieure, ou sur celui-ci, les extensions sur Tokyo, ou même à l'arrivée à Osaka ou dans les environs de Kyoto, c'est très possible. On a juste à organiser les vols en conséquence, puis vous donner un document qui vous permet de vous orienter pour vous rendre de l'aéroport à l'hébergement ou l'inverse de l'hébergement à l'aéroport. Donc voilà, alors ça complète. Donc je répète que ceci est un voyage, celui-ci là, Kumano Alpes Fuji, un voyage qui se passe toujours en septembre, octobre. À chaque année, on a 2 départs. Puis on a l'autre qui s'appelle Kyushu et mer intérieure, qui lui a lieu une fois en mars, une fois en mai, au printemps tardif, puis une ou 2 fois en novembre, à l'automne tardif, et puis ça sera comme ça chaque année. On a commencé cet itinéraire-là cette année. Nos 2 départs sont pleins pour le mois de novembre, là. C'est-à-dire le départ du 9 et du 16 novembre sont complets depuis longtemps. Ça a très très bien répondu, puis ça se confirme encore déjà pour le mois de mai.
Donc voilà. Merci de votre attention. Il est quand même, ça a pris 1h20 ce jour. Merci de votre attention. Je reste présent pour des questions. Sinon, mon nom c'est François Xavier, FX. Vous pouvez m'écrire à FX à commercial caravanier.com pour des questions ou pour prendre un rendez-vous en particulier. Sinon, ben, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce pays. Et puis, c'est fascinant. C'est fascinant. C'était la 4e fois que j'y allais, plus le temps que j'ai vécu là-bas, puis j'ai encore tout aussi émerveillé. Voilà. Je vous dis, retenez le mot choc culturel garanti. Voilà. Merci et bonne soirée. Et puis, encore quelques minutes si vous avez des questions. Oh, ça oui, des questions. Les groupes de combien? Des groupes de 12 maximum. 6 à 12. Reste-t-il des places pour le mai? Oui, il vient juste d'être confirmé ou pas loin, donc il reste la place en masse. Ben, attends, en masse. Thérèse, on s'est déjà parlé. Il reste pas de la place en masse, mais il reste de la place. Puis je sais qu'il y a des gens que je dois rappeler aussi, tout ça. Là, je reviens du Japon, j'ai décalage. Là, mais j'ai des petits rappels à faire. Mais oui, il reste de la place pour mai 25. Ah, Isabelle. On prévoit combien de jours de congé de plus? Pouf. Il y a la règle qui dit, puis ça, je sais pas si c'est vrai, mais 1 heure, tu gagnes 1 heure de ton décalage par journée de retour. Il y a 13 heures de décalage. Non, non, mais là, je suis revenu samedi soir tard, puis je pense que là, tu sais, ça paraît peut-être que je suis un peu fatigué, mais on est jeudi, je pense que c'est pas mal la fin, là, tu sais. Mais j'ai trouvé ça vraiment difficile en fin de journée, les 3, 4 derniers jours. Ouais. Je trouve que c'est le pire décalage du monde, là. Mais bon, ça vaut le coup. Il y a peut-être quelques personnes qui ont des petits trucs, hein, des petits comprimés qui aident, mais s'il va 100% nature, c'est rough. Pouvez-vous répéter votre email? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je devais l'écrire. Ouf, ouais, ouf. Mon adresse email, c'est, voyons, il est où le bloc? Je vais saisir la réponse. Donc, mais sinon, c'est fx à commercial caravanier.com. Puis caravanier prend un S. Attends, j'arrête le partage, je l'écris dans le chat. Ce sera pas long. Comment ça fonctionne pour l'eau? L'eau, là, on a de l'eau accessible. Bon, je vais pas parler de ces petits détails-là, mais OK, Jean, ce sera pas long. Donc, Isabelle, l'eau on a accessible, c'est des robinets avec de l'eau potable 100%, aucun problème, partout, partout. C'est plein d'eau. Puis si c'est pas potable, ça va être marqué, mais pour les Japonais, ils sont super piqués là-dessus, là. Zéro problème gastro-intestinal là-dessus, c'est clair. Mon adresse, je l'écris dans la section chat, là, si vous voulez. Sinon, ben oui, Kyushu se fait au printemps et à l'automne, tout à fait. Donc, Kyushu, là, parce que des fois, les noms, ça peut être confondre. Kumano, Alpes, Fuji, c'est septembre, octobre. Kyushu, mer intérieure, c'est mai et novembre. Et ça va se répéter comme ça pour un moment. Parce que ce sont les meilleures périodes pour y aller, là. Voilà. Donc, c'est plate parce qu'on n'a pas d'interaction de même, là, mais c'est... Envoyez votre question, j'y réponds par la voix. OK. Ben, sinon, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, sinon mon adresse est là, c'est mon adresse raccourcie, là. Sinon, c'est FXBlo à commercial Caravani, mais les deux se rendent. Sinon, vous appelez chez Caravani, là, puis vous me demandez. Super. Mais en tout cas, arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Puis, au plaisir de se parler voyage. Bonne soirée à tous.